Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans le cadre de Belles Lettres, votre magazine littéraire. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous, messieurs, Clémence Kassinga, professeur des universités, critique littéraire et recteur honoraire de l'Université pédagogique nationale, avec qui je vais m'entretenir autour de la littérature négro-africaine. Je vous invite à les découvrir à travers cet élément. Clémence Kassinga est professeure de littérature francophone, spécialiste en herméneutique, épistémologie des sciences humaines et stylistique française à la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université pédagogique nationale. Ancien étudiant du département de français de l'Institut pédagogique national, d'où il a décroché sa licence, il est détenteur également d'une licence spéciale en langue et littérature française de l'Université de Kinshasa, d'un diplôme d'études supérieures et d'un doctorat de la même université dans la même filière. Le professeur Clémence Kassinga a le grade de professeur ordinaire depuis novembre 2015 et a occupé les fonctions de secrétaire général académique de l'UPN de 2008 à 2015, fonction qu'il a combinées avec celle de recteur de janvier 2013 à décembre 2015. Il est aussi critique littéraire. Il compte de nombreuses publications, 5 ouvrages déjà parus aux éditions universitaires européennes et chez l'Harmattan. À cela s'ajoutent de nombreux articles. Invité des Belles Lettres, ce passionné de la littérature s'appesantit sur la littérature négro-africaine, cette littérature née aux États-Unis après les commerces triangulaires. Pour Clémence Kassinga, la littérature négro-africaine se distingue par son aspect de l'oralité, l'engagement et le réalisme de l'écrivain. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Laurent. Bienvenue à Belles Lettres. Merci. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Professeur, c'est vraiment un honneur et un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau pour un entretien autour de la littérature, du livre, de la lecture, de la culture et pourquoi pas de la vie. Et d'emblée, nous vous disons merci pour votre disponibilité et surtout merci de vous prêter à ce jeu de questions et réponses. Ça me fait plaisir. La première question, puisque nous devons parler littérature, quand est-ce qu'il y a littérature, professeur? Merci. On parle de littérature quand dans un texte, le sens connotatif et le sens dénotatif sont intimement liés, mais avec prépondérance du sens connotatif. Le sens connotatif ou la connotation, c'est ce qu'on appelle en termes vulgaires le sens figuré, tandis que le sens dénotatif ou la dénotation, c'est ce qu'on appelle également en termes vulgaires le sens propre. Je pars avec des exemples. Quand vous lisez un traité de géographie, de mathématiques, un livre d'histoire, un livre de relations internationales, de sciences politiques, eh bien, vous allez constater qu'il n'y a aucun effort que vous déployez au niveau de votre imaginaire pour comprendre ce livre. Ce sont des livres écrits dans de langues simples. Ça peut être en français propre, mais compréhensible à première vue. Mais dans un texte littéraire, il faut un effort supplémentaire. Qu'est-ce qu'on dira? Quand l'expressivité est en train de monter, l'expressivité est croissante et que la communicabilité est décroissante. Donc plus le texte devient difficile, on ne le comprend pas, eh bien c'est à ce moment que la communicabilité descend et à ce moment on parle de texte littéraire. Un texte littéraire appelle ce qu'on appelle la polysémie. Il y a plusieurs interprétations qui surviennent. Quand nous lisons un poème aujourd'hui, une pièce de théâtre, un roman, un recueil de nouvelles, votre compréhension ne sera pas la mienne. Je prends encore un exemple. Un accident survient quelque part, vous prenez 10 personnes. Et moi, je suis professeur, je peux dire, nous allons faire une observation psychologique. Vous demandez
aux étudiants d'observer cet accident qui vient de se dérouler et de le décrire. Vous allez voir, quand vous avez 100 étudiants, eh bien, vous aurez 100 réponses différentes ou 100 interprétations de cet accident. Et c'est comme cela avec une œuvre littéraire. Donc, elle appelle la polysémie, c'est-à-dire plusieurs sens, mais finalement, on aboutit à ce qu'on appelle l'intersubjectivité, c'est-à-dire il faut qu'on puisse aboutir à un dénominateur commun. Ce n'est pas parce qu'il y a polysémie qu'on va inventer des choses. Chacun a la compréhension qu'il fait d'un texte. Donc je reviens en concluant que le texte littéraire est un texte dans lequel le sens figuré, qu'on appelle connotation, est élevé. Ce n'est pas à première vue qu'on peut percevoir la compréhension d'un texte littéraire. Voilà, je m'arrête là à ce niveau, peut-être que ça va appeler des ajouts. Vous voulez dire qu'un texte littéraire est d'emblée fermé, qu'il faut... C'est un texte fermé. Il faut un certain effort de décodage pour en comprendre le sens. C'est un texte qu'il faut décoder. Oui. Il est hermétique, mais je ne dis pas ésotérique. Parce que quand on parlait d'ésotérisme, déjà on voit les sciences spirituelles. En d'autres termes, il y a des gens qui parlent de sciences occultes. Un texte littéraire est un texte qui appelle un certain décodage. Il ne faut pas qu'on puisse le comprendre tout de suite. Quand on comprend un texte tout de suite, ce n'est pas un texte littéraire. Vous ne trouvez pas que c'est cet aspect-là qui détourne un peu beaucoup de gens de la littérature? Ils ne comprennent pas le sens, ils ne sont pas en mesure de décoder le texte. Oui, mais la littérature ne doit pas être l'affaire de tout le monde. Comment ça? La littérature doit être l'affaire d'une élite. C'est l'élite qui doit s'intéresser à la littérature. Nous reviendrons peut-être là-dessus dans des questions qui vont suivre, mais vous aurez à remarquer par exemple, Aimé Césaire, je prends cet exemple. Oui. Quand il a commencé sa carrière, eh bien, il a commencé par la poésie. L'œuvre qu'on considère comme les chefs-d'œuvre d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Oui. Il y a un essai discours sur le colonialisme. Mais Césaire a fait des années. Cahier d'un retour au pays natal, fermement, il a constaté que le peuple auquel cette littérature s'adressait ne comprenait rien. Oui. Et dans une interview à la Radio-Canada en 1966, il a dit ouvertement que la littérature n'était pas un genre qui pouvait être compris par tout le monde, mais il faut pour que cette littérature soit comprise, parce que le texte qu'il préparait ou qu'il rédigeait était dressé aux Antillais, aux Africains que nous sommes. Alors, il s'est tourné vers le théâtre, parce qu'avec des représentations théâtrales, au moins on peut saisir la quintessence du message qu'on veut rendre à son public. Mais le théâtre, c'est toujours de la littérature. C'est de la littérature, mais le théâtre, s'il faut le présenter, on peut le présenter en langue française, on peut le présenter dans le cas propre des Antilles, au créole, en créole s'il vous plaît. On peut le présenter évidemment en langue nationale ou en langue locale. Et aux Antilles, Aimé Césaire a écrit des pièces de théâtre qui ont été traduites, adaptées, et ce sont ces pièces-là qui ont été destinées aux peuples qui ne savent pas lire ou aux peuples analphabètes. Si la littérature est une affaire d'élite ou des élites, alors on ne s'est pas demandé à cette littérature d'avoir de l'impact dans la société, puisqu'elle n'intéresse qu'une infime partie de la population, l'élite. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas avoir de l'impact parce qu'elle n'intéresse qu'une infime partie de la population. Oui. Toutes les sciences ne sont pas destinées à tout le monde. La littérature est destinée à un groupe de personnes, même aux études. Tout le monde ne choisit pas de faire la littérature. Il y en a qui choisissent de faire les sciences dites exactes. Il y en a qui choisissent la médecine. Et la médecine, ce n'est pas tout le monde qui l'a fait. La littérature est mal comprise quand on considère que c'est une affaire de tout le monde. C'est vrai, on écrit pour que les gens lisent, mais elle est destinée à un public réduit, un public préparé à recevoir ces œuvres-là. Qu'est-ce qui fait la spécificité de l'acte littéraire? Ce qui fait la spécificité de l'acte littéraire, c'est le style. Eh bien, là, je vais recourir
à Buffon qui disait que le style, c'est l'homme. Le style, en des termes simples, c'est la manière pour chaque personne de s'exprimer à l'oral ou à l'écrit. Quand vous tombez sur une œuvre littéraire, par exemple, vous la lisez sans qu'on puisse vous donner la page de couverture. En lisant quelques phrases, vous pouvez tout de suite comprendre qu'il s'agit de tel écrivain, si vous êtes habitué, Oui. ou de tel autre. Donc, ce qui fait la spécificité d'une œuvre littéraire, c'est le style. On n'écrit pas d'une manière vulgaire. Il faut écrire en sortant de l'ordinaire pour qu'on puisse parler d'une œuvre littéraire. Là, je ne parle pas de la spécificité de l'œuvre littéraire, mais de l'acte littéraire. C'est quel genre d'acte? Un acte de liberté, un acte de création, un acte... Oui, mais justement, Oui. quand par exemple on écrit une pièce de théâtre, Oui. un roman, une nouvelle, un recueil de poèmes, on n'écrit pas, comme je venais de le dire précédemment, de la même manière qu'on écrirait un livre de mathématiques, de physique ou de biologie. Il faut choisir un style particulier. Et ce qui fait la spécificité justement de l'acte littéraire, c'est le style. Je vais revenir à un écrivain comme le Congolais Sonny Laboutonsi, parce que là, il y a un ouvrage que j'ai rédigé, Oui. l'esthétique romanesque de Sonny Laboutonsi. Oui. Quand vous lisez Sonny, vous verrez qu'il aborde beaucoup le problème de la sexualité débridée. Cela ne signifie pas que Sonny est un monsieur qui ne sait pas écrire. Ce qui fait justement la beauté de son style, Oui. de sa littérature, c'est ce style-là qu'il utilise. Vous ne pouvez pas, par exemple, dire d'une femme qui est belle, une femme qui est belle, vous dites qu'elle n'est pas belle parce que c'est une prostituée. Non. Il se pose là les questions de rapport entre l'art et la morale. Et ce qui fait la distinction de beaux-arts, c'est justement le style que tous ces auteurs utilisent, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans les arts plastiques ou autres. C'est d'abord le style. Chacun a un style particulier. Oui. Je disais qu'on ne peut pas dire d'une femme belle qu'elle n'est plus belle ou qu'elle cesse d'être belle parce que cette femme est prostituée. Mais là, la beauté, c'est une question d'extériorité. Ce Puisqu'il n'est y pas a une deux question... fois une beauté intérieure, beauté extérieure. Quand... La beauté relève de l'art, Oui. tandis que la prostitution relève de la morale ou de l'immoralité. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, voir quelqu'un Oui. en train de passer. On dit, ce monsieur est intelligent. Nous en trouvons beaucoup ici parmi des gens qui nous dirigent. Oui. Il est intelligent, vous dites qu'il n'est pas intelligent parce qu'il n'a pas de bonne moralité. Il a détourné de l'argent quelque part. Non. L'intelligence est une chose et la moralité est autre. C'est de même pour les œuvres littéraires. Oui. Une œuvre littéraire rend l'acte littéraire à partir du style que l'auteur choisit. C'est le style qui différencie cette œuvre Oui. d'autres écrivains ou d'autres œuvres littéraires. Ok. Professeur, la littérature, est-ce pour vous uniquement un champ propice à la pratique de votre travail en tant que critique littéraire ou elle représente aussi autre chose pour vous, la littérature? Je ne suis pas né critique littéraire. Ok. Je suis né comme tout le monde. Oui. C'est au cours de mon cheminement Oui. de l'école primaire jusqu'aux humanités que j'ai commencé à acquérir le goût de la littérature. À la fin des humanités, par exemple, j'avais lu L'Enfant noir de Kamaralai, Oui. j'avais lu L'aventure ambiguë de Tcheka-Mudukan, Midoukan, oui. j'ai lu Mission terminée de Mongo Betty, Betty, oui. j'ai lu Une vie de boy Oui. de Ferdinand Oyono, et j'ai lu également Jean-Baptiste Avuko, de notre contemporain et même professeur, l'écrivain, le grand écrivain Georges Engal. C'est à partir de ces œuvres que je me suis versé dans le goût de la littérature. J'ai même eu à lire beaucoup de romans policiers de Georges Simenon, le Belge. Oui. J'ai lu San Antonio. San Antonio. Oui, avec des romans policiers. Oui. Et je me suis même intéressé aux bandes dessinées qu'on appelle la littérature de la jeunesse, avec un écrivain belge qui est très connu, Hergé, dont le vrai nom c'est Georges Rémy. Oui. C'est à partir de toutes ces œuvres lues que j'ai acquis le goût
de la littérature. Et finalement, aux études universitaires ou supérieures, je me suis inscrit à la faculté des lettres, au département de français plus précisément, pour faire des études de lettres. C'est en continuant à lire des œuvres de grands auteurs, Oui. je vais en citer au cours de mon cheminement, que j'ai acquis le goût de la critique littéraire. J'ai fini le graduat, j'ai fini la licence, j'ai commencé l'assistanat, et c'est à force de forger, de lire les grands écrivains, que ce soit des écrivains français, que ce soit des écrivains négro-africains, que j'ai vraiment acquis du goût de la littérature. Faites en quoi consiste le travail d'un critique littéraire? Le critique littéraire est différent d'un écrivain. Lui n'écrit pas des œuvres de création, ou comme on le dit, des œuvres d'imagination. Il n'écrit pas de poèmes, il n'écrit pas de romans, pas de théâtre, pas de nouvelles, mais il est là pour analyser toutes ces œuvres produites par les écrivains. Et souvent, on fait cette erreur-là. Tous ceux qui écrivent ne sont pas écrivains. Ah bon? Un écrivain, c'est celui qui produit des œuvres de création, des œuvres d'imagination, romans, théâtre, nouvelles, contes. Mais ceux qui produisent des œuvres comme celle que je vous présente ici, l'esthétique romanesque de Sonny Laboutancy. Oui. Je ne suis pas un écrivain, je suis critique littéraire. Il y a des essayistes. Oh oui, ah oui, j'allais parler de ça. Oui. Ok. Essayiste. En fait, professeur, la littérature négro-africaine est votre spécialité. Pouvez-vous, avant qu'on en parle, nous donner la différence entre littérature négro-africaine et littérature africaine tout court? C'est une question de terminologie. Quand on parle des négro-africains, Oui. on voit la littérature produite par les hommes de couleur noire. En français, littérature négro-africaine. Parce que les Anglais, ou les gens qui sont dans la tradition anglaise, Oui. n'aiment pas qu'on parle de la littérature négro-africaine. Wol Soyinka, Oui. à l'époque, avait critiqué Léopold Sédar Senghor en disant, dans une formule figée jusqu'à présent, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Oui. Il saute sur sa proie et la dévore. Oui. Eux n'aiment pas parler de littérature négro-africaine parce qu'ils sentent une couleur raciale. Oui. Mais quand on parle de littérature africaine, Oui. ça peut englober les écrivains qui sont au Maghreb, ceux qui sont en Afrique du Sud. Ceux qui sont au Maghreb ne sont pas de la tradition négro-africaine. Par exemple, ceux qui sont au Maroc, en Tunisie et même en Algérie, en Égypte, il y a des écrivains là-bas, parce que nous faisons de la littérature comparée, eux ne sont pas négro-africains. La littérature négro-africaine est née aux États-Unis. Comment ça? C'est après le commerce triangulaire, la déportation des Noirs Oui. qu'on prenait en Afrique pour aller les revendre en Amérique, des gens qui travaillaient dans des plantations de canne à sucre, plantations de coton, dans des digues pour construire des ports. Ils transitaient par les îles Caraïbes Pacifiques, et ce sont ceux-là qui ont éclos la littérature négro-africaine. Vous êtes sans savoir que Léon Gontran Damas et Aimé Césaire sont des îles Caraïbes Pacifiques, et même René Maran. Ce sont des gens qui ont été déportés pendant cette période. Au début, ces gens bénéficiaient d'un statut d'esclaves aux États-Unis. Mais quelques siècles après, on a déclaré l'exploitation des esclaves comme étant illégale. Oui. Il va naître une guerre entre le nord des États-Unis et le sud des États-Unis. Les fédéraux contre les fédérés, parce que ceux du sud étaient pour le maintien de l'esclavage. Ceux du nord voulaient qu'on puisse abolir l'esclavage. Et entre 1861 et 1865, il va naître une grande guerre qu'on appelait la guerre de sécession, qui va opposer les deux groupes des États-Unis, le nord et le sud. À l'issue de cette guerre, évidemment, ce sont les gens du nord qui sont sortis vainqueurs. Et comme le nord était industrialisé,
beaucoup de Noirs des États-Unis qui étaient au sud vont émigrer vers le nord. Ceux qui étaient au sud trouvaient à peine du travail. Et c'est là que vont naître les blues, les negro spirituals et les walk songs. À partir de ces Noirs, eh bien, on va commencer d'abord à exercer une littérature orale. Et quelque temps après, il y a des écrivains qui vont naître jusqu'au moment où, en 1904-1905, va paraître le premier ouvrage écrit par un négro-américain, Webb Dubois, oui. William Edward Bourgade Dubois, oui. Âme noire. Oui. Évidemment, à côté de lui, il y a eu Booker Washington et bien d'autres qui ont cherché à obtenir l'émancipation des Noirs. On a même créé des écoles à Alabama où on devait former des Noirs dans des métiers. Mais Dubois était de ceux qui pensaient que les Noirs pouvaient même faire une formation universitaire. Oui. Et déjà à cette époque, il était docteur en philosophie, s'il vous plaît. Et il y a eu une vague de gens qui cherchaient à revenir ici en Afrique pour considérer les États-Unis comme un peu les enfants d'Israël en Égypte. Oui. Et ils considéraient tous ceux qui pouvaient les ramener en Égypte, les pasteurs, comme étant leurs sauveurs, comme Moïse à l'époque des enfants d'Israël. C'est comme cela qu'ils considéraient l'océan Atlantique comme le Jourdain qu'on devait traverser pour aller à la terre promise. Ceux qui sont au Libéria et en Sierra Leone, c'est dans la vague de Noirs qui ont été, n'est-ce pas, déportés une fois de plus aux États-Unis pour revenir en Afrique. Donc cette littérature est née là-bas. Alors, dans les premiers contacts de jeunes Noirs, en France à l'époque où Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, vont arriver en France, ils vont entrer en contact avec quelques écrivains de race noire américaine. Et ces jeunes gens qui vont, au niveau du quartier latin, commencer à chercher à trouver l'émancipation du noir, seront pour la première fois brimés parce qu'en écrivant Légitime défense, oui, il y a eu des réactions des Blancs. Parce que parmi eux, il y avait des jeunes gens qui sont venus des Antilles. Légitime défense, c'est des... Légitime défense, c'est une première revue produite par les jeunes noirs en France, oui, où ils revendiquaient les droits. Oui. Et leurs parents, c'était dans la plupart des Blancs, parce que ces jeunes gens, c'était des métis qu'on a eu avec des femmes noires aux Antilles. On les a amenés en France pour des études. Et quand on a vu ce numéro de Légitime défense, où ils déclaraient leurs droits, on a trouvé que c'était des impolis. Eh bien, il fallait leur supprimer la bourse. Après, oui, certaines autres revues sont arrivées, comme la Revue du Monde Noir, oui, comme l'Étudiant Noir, évidemment, jusqu'à obtenir le mouvement de la négritude avec Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire et Léon Gontran Damas. Et beaucoup de gens se demandent qui d'eux est Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit, comme dans la Trinité. Eh bien, Léon Gontran Damas a donné une réponse. Il dit, si Senghor et Aimé Césaire sont l'un et l'autre, Dieu le Père et Dieu le Fils, moi je suis alors le Saint-Esprit parce que je ne prends pas la place du Dieu le Père ou Dieu le Fils dans ce mouvement. Donc voilà un peu dans quel contexte est née la littérature négro-africaine. Évidemment, quand ils vont revenir en Afrique, oui, avec l'indépendance, il y a beaucoup d'autres écrivains qui vont se faire remarquer, même avant l'indépendance, avec le mouvement de la colonisation. Il y a Mongo Betty qui a beaucoup critiqué l'acte colonial au Cameroun et en Afrique en général, Ferdinand Oyono, mêmement, et les choses vont évoluer de cette manière jusqu'après 1960. Il y aura Amadou Kourouma qui va commencer à briser l'écriture classique occidentale, qui va écrire en un français mêlé du malinqué. Et plus tard, ça sera Sonny Laboutonsi, le Congolais d'en face, parce qu'il est des mères originaires du Congo-Brazzaville et de père Manianga d'ici, mais il a plus vécu à Brazzaville. Et lui aussi a opté pour un style particulier, parce que quand il a écrit pour la première fois son roman La vie et demi, oui, il n'a pas commencé par La vie et demi, il a commencé par le théâtre Conscience de tracteur. Mais moi, je parle de La vie et demi parce que je suis spécialiste du roman. Eh bien, il a été
le roman a été refusé d'être publié par de grandes éditions en France parce qu'on a vu qu'il n'écrivait pas en un français classique. C'était tout différent d'un roman comme L'aventure ambiguë de Tchekamilu Khan, qui est parmi les meilleurs classiques africains. Mais finalement, quand on a compris la révolte de l'écriture de Sonny Laboutonsi, le reste de tous ces romans ont été acceptés. Okay. Donc voilà un peu comment je peux situer le contexte de la naissance de la littérature négro-africaine. Vous êtes là en train de suivre votre magazine littéraire Belles Lettres, qui a reçu comme invité le professeur Clémence Kassiga. Professeur, vous venez là de nous donner les conditions dans lesquelles est née la littérature négro-africaine. Quels sont les traits distinctifs de cette littérature? Les traits distinctifs de la littérature négro-africaine, c'est comme je venais de le dire, d'abord l'aspect de l'oralité. Oui. Il est difficile de lire un écrivain négro-africain sans voir des aspects des proverbes, des devinettes, des contes, des énigmes. Ce sont les éléments de la littérature orale africaine qui caractérisent la littérature négro-africaine ou les œuvres négro-africaines. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, l'engagement. L'écrivain négro-africain n'écrit pas pour rien. Il écrit d'abord pour prendre parti pour ce qui se passe dans la société, pour combattre les antivaleurs. Combattre, à l'époque, on a combattu l'esclavage, on a combattu le colonialisme, on a combattu le néocolonialisme. Aujourd'hui, les écrivains combattent les démocraties piégées. On fait semblant de donner aspect à la démocratie, mais en réalité, il n'y a pas de démocratie. On est en train de tout faire pour piéger ces démocraties. Ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect encore, c'est le réalisme. On tient compte de ce qui se passe dans la société. Vous ne pouvez pas voir une œuvre littéraire négro-africaine qui ne s'inscrit pas dans un cadre spatio-temporel que vous connaissez. Quand on parle de Kinshasa maintenant, même si c'est en des termes voilés, dans ce que Thomas Melonnet appelle la technique du camouflage pour échapper à la censure et aux poursuites judiciaires, vous sentez que c'est du réalisme. Donc voilà un peu les spécificités de la littérature négro-africaine dans leurs œuvres. Professeur, ou dans ses œuvres, s'il vous plaît. Beaucoup pensent que la littérature négro-africaine, c'est une littérature engagée, militante, qui laisse très peu de place au rêve, à l'utopie. Et c'est ce qui, en fait, justifie un peu le fait que cette littérature n'arrive pas à percer sur le plan international. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense que c'est une conception erronée, mon frère, parce que, d'abord, en tant que littérature, on doit trouver un rêve d'imagination et du fictif, n'est-ce pas? Mais ce fictif part toujours d'un prétexte. Il y a eu un problème qui s'est posé quelque part, une interrogation, et c'est sur cette interrogation que l'écrivain se base pour commencer à écrire. Mais quelle est cette littérature qui n'est pas engagée? Prenons la littérature française, avec René de Chateaubriand. Quand il écrit La chute de l'ange, mais c'est pour condamner ou un pamphlet contre Napoléon Bonaparte. Et quelle est cette littérature qui n'est pas une littérature engagée? Toutes les littératures sont engagées. Les écrivains comme ceux du nouveau roman, je prends un exemple des écrivains du nouveau roman, Nathalie Sarraute, Samuel Beckett, Jean Ricardou, tous ces écrivains se sont insurgés contre ce qu'on appelle l'anthropocentrisme, parce que depuis que le monde existe, on a considéré l'homme comme étant au centre de l'entreprise littéraire. C'est pourquoi la littérature classique traditionnelle est une littérature anthropocentriste. Mais avec la Première Guerre mondiale, et surtout avec la Deuxième Guerre mondiale, rappelez-vous que Sartre est né en 1905. Il a vu comment on tuait des gens dans des camps de concentration en Europe. Et avec lui, beaucoup d'autres écrivains de cette génération vont constater que l'homme n'a plus de valeur.
il n'y a plus de politique organisée, il n'y a plus d'économie organisée, il n'y a plus de social organisé, eh bien, ils vont se retourner contre l'anthropocentrisme. Et ici, chez nous, Jean Ricardou va dire les écrivains négro-africains ont voulu débarrasser, ou plutôt sauver l'homme noir, d'abord de l'esclavage, ensuite du colonialisme. Mais ils ont remarqué que ces deux réalités étaient dominées par le néocolonialisme encore plus difficile à combattre. Oui. Par conséquent, l'écrivain ne peut plus se baser sur l'homme pour sauver l'humanité. Et il dit que le roman ne sera plus l'histoire d'une aventure, mais ça devient l'aventure d'une écriture. Et je vous dis que toute littérature, quelle qu'elle soit, est une littérature engagée. Et quand on dit que la littérature négro-africaine ne perce pas, c'est faux. Ceux qui ont fait éclore la littérature négro-africaine, oui, ce ne sont pas les jeunes de la génération de Senghor et bien d'autres. Ce sont les jeunes appelés de la jeunesse avant-gardiste occidentale. Paul Valéry, déjà, écrivain français, lançait à l'époque en sonnant la fin de la civilisation occidentale. Il sonnait les glas de la fin de la civilisation occidentale en disant « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Pourquoi? Parce que il a constaté que ce qu'on racontait sur le noir, oui, sur la mentalité primitive, vous êtes philosophe, oui, sur la mentalité prélogique, était faux. Les Noirs avaient une certaine manière de penser. Ils avaient une pensée cohérente. Et à la suite de Paul Valéry, on verra Lévi Brul, ethnologue français, oui, qui va opter pour ce genre de choses. On verra Blaise Cendrars, Guillaume Apollinaire et bien d'autres qui vont s'orienter. Parce que dans ce monde, pour être connu par des grands, il faut avoir été introduit par les grands. Oui. Et ce sont ceux-là qui ont fait éclore la littérature négro-africaine. Et avec la préface de Jean-Paul Sartre à la nouvelle anthologie nègre et malgache de langue française de Léopold Sédar Senghor, où il revient sur la négritude, même s'il a mal théorisé là-dessus, eh bien, c'est à ce moment que la littérature négro-africaine a été connue. Aujourd'hui, nous avons au monde de grands critiques littéraires de la littérature négro-africaine qui ne sont pas essentiellement des négro-africains comme Ngall, comme Thomas Melonet, comme Moudimbe et comme bien d'autres, comme Kadimandjouji. Il y a 3 noms très connus. Liliane Kestelot, oui, la Belge, oui, qu'on appelle la dame à la critique, à la dent pointue. Bernard Mouralis, ce ne sont pas des négro-africains. Ce sont ceux-là qui se sont beaucoup intéressés à notre littérature. Il y a aussi Jacques Chevrier, un Français encore, qui connaissent la littérature négro-africaine mieux même que certains critiques littéraires négro-africains. Donc, dire que la littérature négro-africaine ne perce pas, elle n'est pas connue, c'est faux. Dans des universités occidentales, oui, universités étrangères, en général occidentales, américaines et même asiatiques, il y a des chaires de littérature négro-africaine, mais qui ne sont pas dirigées par les négro-africains. Ce sont des blancs, des asiatiques, des européens, des américains qui sont titulaires de ces chaires. Ils maîtrisent bien la matière sur la littérature négro-africaine. Ok. Professeur, vous venez de dire là que toute littérature est engagée. Mais ce qu'on reproche à la littérature négro-africaine, c'est le fait de ne pas donner de la place aux œuvres qui s'inscrivent dans une perspective de l'art pour l'art. De textes qui ne visent que la beauté. Oui, mais et pas... pourquoi on ferait de l'art pour l'art? Quand on voit la dictature en train de s'ériger en système dans une nation. Oui. Ici, chez nous, par exemple, à l'époque, pendant 32 ans, c'est comme si on nous avait mis un cadenas dans la bouche. Moi, j'étais enfant, jeune, sous la dictature de Mobutu. Nous n'avons pas ouvert la bouche pour parler, mais il y a des gens qui se sont réveillés quand même, compagnie ou à compagnie, oui, avec l'ogre empereur, où il décrit les pratiques fétichistes de la prima curia. Jungo Simba, avec On a échoué. Pourquoi on doit faire de l'art pour l'art quand les réalités sont là, qui valent la peine d'être combattues? Vous savez qu'il y a des écrivains qui ont trouvé exil dans des pays étrangers. Amadou Kourouma a dû s'exiler en Côte d'Ivoire.
simplement parce qu'il parlait du système qui n'était pas bon dans son pays. Mais nous n'avons pas que besoin d'avoir une littérature de combat. Nous avons aussi besoin d'avoir des écrivains qui peuvent chanter la beauté d'une femme, s'émerveiller devant un lever de soleil. Quand Senghor l'a fait, oui. Rappelez-vous, à l'époque où Camara d'abord avait écrit L'Enfant Noir, Oui. il y a des écrivains qui l'ont critiqué, des Mongobeti et autres, pour dire comment un Africain comme celui-là, Oui. qui au moment où voyait les brimades de la colonisation, et lui parle de la beauté de la forge de son père. Oui. Senghor a été critiqué d'avoir chanté la beauté de la femme noire. On dit, quel est cet écrivain qui s'est dit négro-africain mais qui a épousé une femme blanche? On oublie que la première femme de Senghor était une nègre, une femme, Oui. la fille du gouverneur Félix Eboué. Eboué, oui. On dit encore de lui, il chante la beauté de la femme nègre, alors qu'il a épousé une femme blanche. Et on ajoute, quel est ce nègre qui se dit démocrate et qui est resté si longtemps au pouvoir? Senghor a démissionné de lui-même. Après 20 ans de pouvoir, il a démissionné démocratiquement, de lui-même. Personne ne l'a poussé. Donc, on ne peut pas faire de l'art pour l'art quand on voit des injustices en train de s'ériger en système dans une société. La littérature a comme première mission Oui. de dénoncer les maux qui rongent notre société. Comme première mission. Ah oui, la première mission de la littérature, c'est C'est pas celle-là. de viser la beauté. Là, on ne dit pas qu'on doit... Vous, vous êtes journaliste. Oui. Quand, par exemple, il y a un phénomène ou un fait qui se déroule aujourd'hui, Oui. tout de suite, on verra dans des journaux comment on est en train de critiquer ce fait-là. La littérature a comme première mission d'abord de dénoncer ce qui se passe dans notre société, mais en utilisant des termes appropriés, des termes voilés. Un littéraire n'écrit pas, disons, un critique littéraire, disons, un écrivain n'écrit pas comme un journaliste l'écrirait. Le journaliste rend son message de manière tout à fait objective. Oui. Mais un critique littéraire, disons, un écrivain le ferait dans la technique du camouflage avec des mots qui font voir que c'est une œuvre littéraire. En faisant usage de la beauté. Oui, c'est ça. Il y a la beauté, mais la première mission, c'est de dénoncer d'abord ce qui se passe dans la société, mais évidemment en se servant de la beauté, de l'esthétique. Ok. Professeur, pour l'écrivain guinéen Tierno Monenembo, le roman africain, je cite, est ontologiquement monstrueux, accouché dans le rite, pétri dans la déclamation oratoire. Il lui faut tôt ou tard s'embarrasser d'une plume, la tremper dans un fleuve de mots étrangers et rétifs pour tenter de parler de lui et des siens. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que dans cette longue citation, je peux retenir deux choses qui peuvent être vraies. Oui. C'est le fait que, d'abord, la littérature africaine ou les œuvres de littérature négro-africaine parlent de soi, Oui. ou des siens. On ne peut pas aller décrire certaines réalités qu'on ne connaît pas. On ne peut parler que des réalités qui sont siennes ou qu'on connaît. Deuxièmement, c'est le fait aussi que nous utilisons la langue étrangère, Oui, oui. ou les langues étrangères, Oui. pour écrire nos œuvres. Chez nous, c'est le français. Chez les anglophones, c'est l'anglais. Chez les lusophones, c'est le portugais. Chez les arabophones, c'est l'arabe, ainsi de suite. Et puis, c'est les hispanophones, c'est l'espagnol. Mais, quand il dit que la littérature négro-africaine est monstrueuse, là, je ne suis pas d'accord avec lui. Ce n'est pas la littérature ou les œuvres ou le roman qui est monstrueux. Non, il a parlé des romanciers. C'est ça. Oui, les romanciers qui est monstrueux. Non, ce n'est pas le romancier qui est monstrueux. Il est comme un monstre, quoi. On ne dira pas aujourd'hui que quand le pasteur ou le prêtre prêche Oui. contre Satan pour Dieu et qu'il est monstrueux. Non. L'écrivain, en dénonçant les maux qui rongent dans la société, plutôt dénonce la monstruosité de celui qui se sert de ces mots. Je prends par exemple la corruption, Oui. la prostitution. Dans notre société, ce n'est pas le fait des écrivains, ce ne sont pas les écrivains
qui veulent qu'il y ait de la prostitution ou des détournements de fonds, du vol, des assassinats et même du cannibalisme. Nous avons vu ici des présidents de la République qui se sont nourris de la chair humaine comme nourriture de prédilection. L'histoire de Bokassa, vous vous rappelez, dans un procès en France, il a dit qu'il se nourrissait de la chair humaine. Hein, peut-être que ceux qui nous suivent sont des jeunes, ils ne comprennent pas, mais le cannibalisme a été utilisé dans ce pays pendant un temps et même dans certains autres pays. Et quand l'écrivain dénonce le cannibalisme, le fait de l'ogre, il devient monstrueux. Ce n'est pas lui qui est monstrueux, c'est ceux qui pratiquent cela qui sont monstrueux. Est-ce qu'il ne veut pas tout simplement dire que... Et puis, pardon, quand il dit ces romans sont accouchés... Non, c'est lui. C'est le romancier qui est accouché. Oui. Accouché dans le rite, pétri dans la déclamation. Oui. C'est-à-dire, le romancier africain, c'est quelqu'un qui vit dans une civilisation de l'oralité. Mais dans sa pratique, il est obligé maintenant d'utiliser une langue peut-être qu'il ne maîtrise pas. Non, je suis d'accord quand il parle de l'oralité, hein, de la civilisation oratoire. Je suis d'accord. Oui. Mais quand il parle des rites, mon frère, tous ces écrivains que nous voyons à travers l'Afrique ici, quand ils parlent des rites, cela signifie qu'on pratique certaines choses dans une église ou alors qu'on se sert des pratiques religieuses. Est-ce que tous ces écrivains négro-africains produisent des œuvres après avoir été dans une église ou sont nécessairement des gens qui se servent de l'écriture après avoir été dans des pratiques religieuses? Je pense qu'il ne faut pas considérer une opinion de quelqu'un comme étant la parole de chevet. Non. À l'époque, par exemple, Sartre dit de l'écrivain négro-africain, justement quand il a préfacé l'anthologie de Léopold Sédar Senghor, il dit l'écrivain négro-africain ne dira point sa négritude en prose. Il ne dira point sa négritude avec des mots précis qui fassent mouche à tous les coups. Mais chacun sait que ce sentiment d'échec devant le sentiment du langage, considéré comme moyen d'expression directe, est à l'origine de toute expérience poétique. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Pour Sartre, la prose est facile à écrire par rapport à la poésie. Je pense que vous n'êtes pas d'accord avec ça. Je venais de vous dire tout à l'heure, quand nous étions dans votre bureau, que la poésie était plus difficile et à écrire et à analyser. Mais lui a vu le contraire. Et il dit même que pendant cette période, il y a eu plus d'œuvres en poésie qu'en prose. Non, en 1954, il y a eu une bibliographie de Thérèse Eno-Barat Belinga. Vous verrez que dans cette bibliographie de Thérèse Eno-Barat Belinga, sur tous les titres recensés en Afrique, il y avait plus de titres en prose qu'en poésie. Sartre a seulement été obnubilé, marqué par les poètes de la négritude. Et même ce qu'il fait comme interprétation de la négritude, pas négritude de combat, négritude triomphante. Il dit que c'est une étape qui sera dépassée quand la situation du noir aura évolué. Non, jusqu'à présent la négritude est d'actualité. Donc il ne faut pas considérer ce qu'un écrivain a dit. Sartre, c'est un grand philosophe reconnu, mais c'est un homme, il peut toujours commettre une erreur dans une situation. On lui a donné une anthologie à préfacer, mais il a mal interprété le mot négritude. Donc ce qu'a dit Monenembo, il y a une part de vérité, mais je ne suis pas d'accord quand il considère le romancier négro-africain comme quelqu'un qui est monstrueux ou pétri dans des rites. Non. Parmi les problèmes que soulève cette citation, il y a le problème de la langue d'expression de l'écrivain. Oui, ça j'étais d'accord avec ça. Nous nous exprimons en français qui n'est pas notre langue. Oui, mais d'après vous, quelles sont les conditions des possibilités de l'émergence d'une littérature en langue nationale qui soit populaire? Ça, c'est un débat. Dans ce pays, à l'époque du président Mobutu, on avait réuni les linguistes congolais à Lubumbashi pour réfléchir sur les 4 langues nationales et trouver une qui pouvait devenir la langue de l'enseignement.
tous ces linguistes, grands intellectuels, n'ont pas réussi à trouver une langue. Tout le monde ne voulait pas voir sa langue être reléguée au second plan. C'est encore un débat. Quand il y a eu 2 colloques, une fois à Abidjan, un autre au Cameroun à Yaoundé, sur la critique africaine, les grands penseurs africains, les critiques africains, les philosophes, Mudimbe, Ngal, Mohamedou Kane, Léopold Sédar Senghor, Tidjani Serpos, ils sont nombreux, ont réfléchi sur la possibilité de trouver une critique africaine. Ils disent, jusque-là, nous n'arrivons pas à voir comment les Blancs analysent nos œuvres littéraires et il faut qu'on puisse trouver une critique africaine. Ils ont théorisé. Il y a même eu un colloque, je pense en 1978, de critique africain et son peuple comme producteur de civilisation. On a essayé de voir comment on pouvait créer des méthodes africaines. Mais mon frère, depuis que le monde existe, depuis Platon, Aristote, on a toujours analysé les œuvres littéraires. Quand les Senghor et autres ont commencé à envisager la possibilité d'une littérature négro-africaine, je pense à mon avis que c'est à ce moment qu'on pouvait trouver une critique africaine. Aujourd'hui, avec la sociocritique, la sociologie littéraire, la psychanalyse, la thématique, toutes les méthodes d'analyse, puisque je suis professeur de toutes ces méthodes que j'enseigne au 3e cycle chez nous, eh bien, on analyse les œuvres de l'Antiquité et du Moyen-Âge avec des méthodes modernes. Alors, aujourd'hui, concevoir une méthode africaine pour analyser les œuvres négro-africaines, je pense que c'est une aberration. J'ai même écrit un ouvrage que j'ai publié aux éditions universitaires européennes depuis l'année passée, en 2018. Il est intitulé Herméneutique blanche, texte noir de langue française, c'est-à-dire herméneutique blanche. C'est-à-dire les méthodes créées par les gens de la race blanche, texte noir, c'est-à-dire des œuvres produites par les négro-africains et en langue française. C'est pour aller à l'encontre de... Parce que tous ces penseurs, jusqu'à présent, n'arrivent pas à nous donner une méthode négro-africaine. Les méthodes sont universelles. Vous êtes philosophe, vous avez une idée sur Algirdas Julien Grémas. Oui, vous avez une idée sur tous ceux qui ont créé des méthodes. Si vous avez eu un cours d'herméneutique, est-ce que ces méthodes, quand on les applique aux œuvres négro-africaines, on n'arrive pas à obtenir des résultats? Dans ce livre, j'ai utilisé la stylistique, en partant de Jules Marouzeau, en passant par Léo Spitzer, plutôt en terminant par Léo Spitzer, et j'ai embrassé toutes les grilles de la stylistique, en appliquant la stylistique ou toutes les grilles de la stylistique à l'œuvre romanesque de Sonny Laboutonsi. Ça réussit. Pourquoi chercher à créer à tout prix une méthode négro-africaine? Donc c'est pour répondre à votre question. Oui. Nous avons raté nos chances. Aujourd'hui, on ne peut pas, même si le Swahili, par exemple, est une langue à vocation internationale, on le parle en Tanzanie, au Rwanda, au Burundi, dans beaucoup d'autres pays, ça sera difficile. Le français est un dénominateur commun pour les Congolais. Nous sommes dans la francophonie. Continuons notre marche dans la francophonie. Si on nous produit des œuvres en langue nationale, nous allons les lire. Je connais le professeur Kassele, dont j'ai été directeur du cabinet à l'UPN quand il était recteur, qui a produit des œuvres en Swahili. Bibi, par exemple. Et on peut les analyser. Autrement dit, la possibilité d'une littérature en langue nationale demeure une aporie, un problème sans solution. Il y a des gens qui écrivent en langue nationale. Oui. Moi, par exemple, je me trouve dans l'impuissance aujourd'hui d'analyser une œuvre en Kikongo ou en Lingala. J'ai tellement été pétri dans le français, comme le disait mon Enembo, qu'aujourd'hui, il m'est difficile de sortir de cette langue. Et puis, je parle le Kikongo de l'État, je parle le Lingala, mais pas avec autant de facilité que je parle le français même. Professeur, quel rôle attribuez-vous à l'écrivain dans une société? L'écrivain, c'est le porte-étendard, le porte-parole d'une société.
Dans le contexte de la littérature négro-africaine, vous avez vu comment les écrivains, comme les Aimé Césaire, le Paul Sédar Senghor et cette génération, ont lutté pour l'émancipation du noir et pour les indépendances africaines. Aujourd'hui, dans notre société, on voit encore des écrivains qui luttent. Sonny Laboutansi a lutté contre la dictature, le néocolonialisme. Il n'est pas seul. Il y a eu Henri Lopez et bien d'autres. Alioum Fantouré avec le Cercle des Tropiques. Et aujourd'hui, c'est, comme je le disais, c'est les démocraties piégées qui sont en actualité. J'ai vu quelque part la mangeoire. Je venais de diriger en mémoire des DEA, diplôme d'études approfondies, sur l'œuvre de Djungu Simba et même un autre sur l'œuvre de Prosper Goubarika. Dans la mangeoire, Djungu Simba est en train de nous faire voir comment on truque la démocratie. On va se retirer quelque part, on crée des guerres dans certaines parties du pays pour se repositionner au pouvoir. C'est ça qu'on est en train de combattre aujourd'hui. Donc l'écrivain n'a pas les mêmes sensibilités que nous. Tous, nous vivons la dictature, nous avons vécu le néocolonialisme, nous vivons aujourd'hui les démocraties piégées. Les journalistes écrivent dans des journaux, dans des revues, mais pas avec autant d'aisance que les écrivains dans leurs œuvres. Les écrivains vont même jusque dans le fin fond, jusqu'à proposer la chute des dictateurs. Est-ce que la littérature peut changer une société? La littérature peut bel et bien changer une société. Là où les gens lisent. Je l'ai dit tout à l'heure, Aimé Césaire a commencé par la poésie. Mais dès lors qu'il s'est rendu compte que son peuple était analphabète, illettré, il s'est tourné vers le théâtre. Le théâtre qu'on suit en langue nationale ici, ils éduquent. Et c'est de la littérature populaire. Donc la littérature peut réellement changer une société. Elle fait prendre conscience aux gens des mots qui rongent la société pour transformer les mots en bien. Une dernière question. Professeur, quand on parle littérature, on pense aux humanités, à cette confrontation classique de la littérature universelle, qui était comme la voie indiquée pour accéder à l'humanité. Pensez-vous que le recours à la littérature négro-africaine peut aider à repenser la mondialisation ou à l'humaniser dans une certaine mesure? La mondialisation, d'abord, je la considère comme étant une nouvelle forme de colonisation. On ne fera que coloniser. On a commencé par l'esclavage. On est passé à la colonisation. Après, les Occidentaux ont installé dans des pays du tiers-monde des dictateurs qu'eux-mêmes conduisaient. Vous vous rappelez ce qu'Aimé Césaire a écrit dans Une saison au Congo. Quand il parle d'une saison au Congo, il ne parle pas du Congo-Brazzaville, c'est de notre Congo qu'il s'agit. Tout à fait. Et là, il utilise la technique du camouflage. Mobutu renvoie à Mobutu, parce que Mobutu était encore vivant. Aimé Césaire aurait même écrit une autre version de Une saison au Congo pour changer ou faire changer les choses en faveur de Mobutu. Parce que Mobutu, à l'époque, ce n'était pas n'importe qui. Il avait menacé Aimé Césaire. Quand il voulait publier cette nouvelle version, il y a des gens qui l'en ont dissuadé, qui lui ont dit, si tu écris ça, tu perds toute ta crédibilité. C'est comme cela qu'il a laissé cette version. Eh bien, vous avez vu comment, à l'indépendance, ce pays a été victime d'une situation qu'on ne pouvait pas accepter. Lumumba, parmi les pères des indépendances, tué de manière honteuse. Et on a installé la dictature. Aujourd'hui, on nous parle de mondialisation. Oui. Qu'est-ce que nous tirons dans la mondialisation? C'est vrai, le monde est devenu un village planétaire.
avec la civilisation de l'Internet. Prof, ma question est que qu'est-ce que nous pouvons apporter à la mondialisation par notre littérature, par exemple? Mais notre littérature, je vous ai dit Oui. qu'elle est lue un peu partout. Oui. Il y a des chaires de littérature négro-africaine dans des universités étrangères et c'est par ça qu'on nous découvre. On découvre, vous parlez de la mondialisation, mais en littérature justement, vous savez, à l'époque, Wole Soyinka a bénéficié du prix Nobel de la littérature. Oui. C'est un Africain. Même s'il n'y a pas encore un Africain vraiment du monde francophone qui en a bénéficié, mais il y a des œuvres qui sont comptées parmi les grandes œuvres de littérature mondiale. Ok. Là, nous touchons à la fin de notre émission. Mais avant d'atterrir, avez-vous un mot à dire à propos de cette émission Belles Lettres? C'est une émission qui m'intéresse au plus haut niveau. Aujourd'hui, nous avons parlé de la littérature négro-africaine. Oui. J'aurais bien voulu revenir une autre fois, entrer par exemple dans le vif sur des écrivains que nous connaissons. Oui. Il y a des écrivains que nous connaissons dans ce pays qui font de bonnes choses, qui écrivent des œuvres de valeur, mais qui ne sont pas connus par le public congolais, par les intellectuels congolais. J'aurais voulu revenir une autre fois. Je ne suis pas le seul, vous allez en recevoir d'autres, mais plus tard, même dans une année, je pourrai revenir pour une autre émission. Je suis très content d'abord dans le cadre où nous sommes. L'émission est en train de se passer dans de très bonnes conditions. J'ai observé vos installations. Merci. On sent vraiment que c'est une chaîne de télévision digne de ce nom et elle a prévu cette tranche d'émission sur la littérature, sur les belles lettres et j'en suis ravi. Merci pour votre disponibilité. À toutes et à tous, nous disons merci de nous avoir suivis et nous vous fixons rendez-vous à notre prochain numéro. Bye bye.